sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage, d'émotion. C'est vous qui chaque soir composez le menu de l'émission en fonction de votre humeur, du moment et de ce qui se passe dans votre vie surtout. La ligne est ouverte au 39 21. Paul et Jeanne vous y attendent. Et si vous vous sentez proche d'un auditeur, si vous souhaitez dialoguer avec lui ou avec elle, vous pouvez à tout moment appeler le 39 21 jusqu'à 1h. Vous pouvez également donner votre point de vue par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant tous vos messages par le mot nuit. Et c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission ce soir. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Mélanie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté de me prendre. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci. Je vous appelle puisque j'ai un problème d'ordre sentimental. Oui. J'ai rencontré il y a 1 an mon compagnon, que je pense d'ailleurs être l'homme de ma vie. C'est vraiment un homme formidable, très, très avenant, très attentionné, très aimant, très généreux. Et on a décidé de se marier ensemble l'année prochaine. Oui. Seulement, de plus en plus, je me pose des questions, mais plus à mon niveau, dans le sens où il a un petit handicap en fait moteur. Et je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à accepter, en fait, à supporter les regards qui se portent sur notre couple. J'essaie de me raisonner en pensant avant tout à ses qualités. Et encore une fois, c'est une personne qui m'apporte énormément et c'est mon équilibre. C'est devenu vraiment une personne très très importante dans ma vie. Mais j'ai de plus en plus de mal également à supporter les regards, encore une fois, qui se posent sur nous. Et je me pose des questions par rapport à mon engagement et par rapport à ma démarche, en fait. Ce handicap est visible, donc c'est quand vous parlez, puisque vous parlez de regards, ça peut être des regards d'inconnus ou c'est votre entourage, ce sont vos proches, de qui parlez-vous? Ce sont des regards d'inconnus dans la rue. Voilà, des personnes que nous ne connaissons pas, mais ce sont des regards qui m'affectent. Voilà, donc on en a discuté ensemble. Oui, j'allais vous demander si vous en avez parlé, parce que lui y est confronté depuis, je ne sais pas, ce handicap, et c'est de naissance, c'est lié à un accident? Non, d'accord, c'est de naissance. Génétique, tout à fait. C'est une malformation qu'il a eue étant tout petit. C'est un handicap moteur? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, au niveau de ses jambes. Et lui ne porte absolument aucune attention sur ses regards. Oui, il a dépassé ça. Voilà. Il s'est construit à partir de ça, à partir de cette différence. Tout à fait. Et il estime, et il a tout à fait raison, qu'aujourd'hui ce n'est pas l'essentiel et que ça ne constitue pas sa personne. Qu'il a des qualités et des atouts qui vont au-delà de ce handicap. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Je partage son avis, mais au quotidien, ce sont des regards qui sont assez lourds à porter. Et ce qui m'embête également, c'est que je n'arrive pas, moi, à mon niveau, à me distancier. Oui, pourquoi? Comment les ressentez-vous? Enfin, qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Eh bien, je ressens déjà des regards assez hostiles. Et je ressens en fait, alors c'est peut-être infondé, mais je ressens ça comme un jugement en fait, comme un jugement ou comme une critique, ou ce sont des regards que je perçois négativement à mon niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'ailleurs toujours aussi négatifs. Ça peut être, vous voyez, c'est ce que vous percevez vous, mais ça peut être en tout cas des regards qui s'attardent trop et qui vous gênent. Oui. Mais ça peut être finalement une certaine gêne, un certain malaise. Ça ne veut pas dire forcément que c'est... Enfin, évidemment, vous pouvez l'assimiler à quelque chose de négatif, mais peut être plus quelque chose de la peur, de la culpabilité. Souvent, il y a de la culpabilité quand on parle de handicap.
Mais à mon niveau, dans ces cas-là, enfin, pourquoi ressentir Pourquoi oui, c'est ça. Et pourquoi maintenant, et pourquoi au point que ça puisse remettre en question votre engagement? Parce que ça fait quand même un an que vous êtes ensemble. Donc c'est pas nouveau. Les regards, vous y avez été confrontés dès le départ. Donc pourquoi ça prend maintenant une importance telle? Alors en fait, actuellement, on vit une relation à distance. Et j'ai eu l'occasion de le rejoindre puisqu'il travaille actuellement à l'étranger. Donc j'ai eu l'occasion de le rejoindre pendant 1 mois et demi. Et je pense que le fait qu'on ait été ensemble pendant tout ce temps également, je crois que j'ai vécu avec encore plus de force en fait ces regards. Maintenant, encore une fois, je me pose des questions par rapport à mon engagement parce que je me demande si, en principe, ça ne devrait pas avoir d'importance pour moi. Sauf que j'ai du mal. Mais est-ce que vous avez aussi, vous développez une forme de gêne vis-à-vis de lui que vous n'éprouviez pas avant? Parce que vous dressez un tableau parfait de cet homme. Oui, tout à fait. Et est-ce que derrière toutes ces qualités, il n'y a pas quelque chose qui est en train d'apparaître à votre niveau qui vous gênerait? D'entrée de jeu, j'ai envie de dire, c'est un handicap physique. Mais au-delà de ça, et c'est ce que je ne comprends pas, je n'ai absolument rien à lui reprocher et il a l'essentiel. Il a tout ce que j'attends d'un homme. Donc, alors je sais pas, est-ce qu'en réalité c'est la peur de l'engagement? C'est vrai que je m'apprends à prendre j'ai envie de dire que j'ai pris même une décision très importante, la plus importante d'ailleurs que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Mais je me demande, je sais pas, est-ce qu'en réalité c'est la peur de l'engagement? Oui, ça pose question. Parce que, évidemment, si vous voulez, quand on vit avec une personne handicapée, il y a l'existence d'une carte supplémentaire. C'est-à-dire que en plus du duo, il y a un trio. On n'est jamais 2, mais 3. Il y a soit l'autre et le handicap. Donc, cela dit, il s'en débrouille très bien de son handicap. Il est parfaitement autonome. Exactement. D'après ce que je comprends. Donc, il n'y a pas d'aide matérielle à lui apporter. Ça pose pas de problème d'ordre psychologique. Non. Il n'y a pas de risque de prise de pouvoir, de dépendance. Ce qui peut arriver parfois avec certaines formes de handicap, où l'un est dans une position où il va venir dans un quotidien, il va aider l'autre. Et donc, ça peut créer, même s'il y a de l'amour, un risque de prise de pouvoir et l'un va être dépendant de l'autre. Donc, bon. Alors, c'est vrai que, bien sûr que vivre avec un handicapé, ça implique de pouvoir supporter le regard des autres. Les préjugés qu'il y a autour du handicap, les idées fausses, leur curiosité malsaine, parce qu'il y a de la curiosité malsaine. On vit, contrairement à ce qu'on pense, dans une société qui accepte difficilement les différences. Contrairement à ce qui se dit, où on est dans une société où les différences sont de mieux en mieux acceptées. Moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue. Je trouve qu'au contraire, on est devenu assez intolérant aux différences, et notamment quand elles touchent l'apparence. Parce que justement, on est de plus en plus dans les sociétés occidentales, en tout cas, parce que effectivement aussi la chirurgie a fait beaucoup de progrès et qu'on peut intervenir, et c'est une bonne chose d'ailleurs, le plus tôt possible dès qu'il y a des malformations chez le petit enfant, et donc on vient réparer. Et c'est très bien, je déplore pas ça, bien au contraire, tant mieux pour ces enfants et pour leurs parents, pour leur famille. Mais du coup, on n'est plus habitué à voir ce qu'on voyait par exemple avant, ne serait-ce que des petites, des choses qui étaient lourdes à porter, mais les gens qui avaient des pieds beaux, des becs de lièvre, il y avait des choses qu'on voyait plus dans la société, on vivait plus. Je dis pas que la vie était facile pour ces personnes-là, mais on était plus confrontés à la différence physique. Maintenant, aujourd'hui,
on est dans une société où c'est de plus en plus, où l'apparence, il faut vraiment avoir la bonne apparence. Exactement. Et où le handicap, les personnes qui ont un handicap, il faut là aussi, on veut de plus en plus des bébés qui soient triés sur le volet. Et on peut comprendre aussi les souhaits des parents, c'est-à-dire qu'avec l'échographie, où on peut repérer le handicap, on fait en sorte, qu'il y en ait de moins en moins. Mais c'est pas sans poser aussi quelques problèmes par rapport aux personnes qui sont handicapées et au regard qu'on pose sur elles, où on les voit comme des êtres diminués et pas, comme vous le dit votre ami, c'est-à-dire des personnes qui ont compensé sur un autre plan et qui se résument pas évidemment à leur handicap, mais qui sont des personnes que la vie a obligées et qui obligent à se construire autrement et qui ont, comme nous tous, une sensibilité, un potentiel humain, une intelligence, plein de talents divers, quoi, comme tout un chacun. Bon, on voit toujours ce qui manque, hein, et donc du coup, ça fait peur. Donc, c'est vrai que oui, il y a cette dimension-là, et vous allez être obligé, si vous faites le chemin avec cet homme, de pouvoir affronter ce regard-là. Mais est-ce que vous pensez que, c'est la question que je me pose, le fait que je n'y parvienne pas actuellement, est-ce que c'est quelque chose en réalité de normal et qui va se faire avec un cheminement personnel, ou est-ce que vous pensez que... c'est la question que je me pose. Ou est-ce que par sentiment, par amour, je n'aurais pas dû réussir à dépasser ces regards? C'est la première fois que je suis confrontée à cette situation, à un homme en situation de handicap, et je me demande... Mais je pense que par amour aussi, ces regards peuvent vous agresser. Parce que vous êtes aussi identifié à cet homme, vous savez les qualités qu'a cet homme. Vous dites que c'est le premier homme qui vous correspond à ce point-là, à tel point que vous avez envie de l'épouser, de vous marier avec lui. Et forcément, je comprends que vous soyez en colère ou finalement ou triste parce que les autres ne voient en lui que ce qui pourrait lui manquer, que ce handicap. Alors que vous, justement, vous allez au-delà et vous voyez toutes les qualités qu'il possède et que n'ont peut-être pas ces personnes qui portent ce regard-là sur lui, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Donc, au contraire, le fait que justement vous aimez cet homme, ça vous affecte d'autant plus. Exactement, oui. Donc, je pense, pour répondre à votre question, le fait que vous l'aimiez, c'est pas ce qui fait que vous le dépassiez. C'est d'autant plus compliqué parce que vous êtes pris dans l'affectif avec lui. Donc, ça vous touche. Je crois que personne ne peut en faire l'économie quand on vit avec quelqu'un qui est handicapé, parce que c'est une carte supplémentaire qu'il faut intégrer dans le jeu. Et c'est bien que vous en preniez conscience, hein. Vous pouvez pas l'occulter non plus. Peut-être que dans les premiers temps, vous étiez tellement dans le désir, la passion de la rencontre, la découverte, que vous l'aviez mis de côté. Tout à fait. Et que c'est aujourd'hui où vous êtes dans l'engagement, dans la perspective de cet engagement, dans la projection dans le futur, dans la vie de couple, et peut-être dans la vie de famille, dans la mesure où si vous envisagez d'avoir des enfants. Oui, aussi. Enfin, c'est peut-être tout ça aussi, voyez, qui soulève des interrogations, voire des angoisses. Et vous pensez qu'avec le temps, les choses vont s'estomper ou... Je sais pas, par rapport à ce que je ressens actuellement, je lui ai demandé même s'il n'était pas préférable qu'on attende encore un peu avant de se marier. Et lui m'a dit en fait clairement qu'il en était hors de question. Et qu'il n'accepterait pas que le mariage soit reculé à une date ultérieure et que dans ces cas-là, on se séparerait. Et j'envisage pas de le perdre. Oui, mais ça je comprends. Je ne conçois absolument pas qu'on puisse se séparer à cause de ça en fait. Mais
j'ai peur, à cause de ce que je ressens actuellement, j'ai peur aussi de nuire à notre relation, en fait, par rapport à mes états d'âme actuellement. Forcément, c'est pas sans risque si vous lui en faites trop part. Et au point de décaler votre mariage, parce que pour lui, ce qui est compliqué à vivre pour vous, vous imaginez ce que ça a pu être pour lui. Ouais. Parce mais que il ne même montre si... pas, en fait. Oui, enfin, il montre pas, mais enfin, lui, bon, il est né avec. Ça veut pas dire qu'il a pas été, que ça n'a pas été pour lui une blessure narcissique qu'il a dû surmonter. Oui, tout à fait. Donc vous, avec vos interrogations, vous réveillez quand même cette blessure narcissique. Ça rejaillit sur lui. Donc je comprends aussi la réponse qu'il vous fait en vous disant qu'il est hors de question de repousser la date du mariage. En tout cas, pour les raisons que vous avancez, et que, après tout, si vous l'acceptez pas comme ça, c'est la relation qui est en péril. C'est-à-dire que, vous voyez, il peut aussi s'interroger sur le regard que vous portez sur lui, si ça prend trop d'importance. Oui, tout à fait. Ouais. Et parce que si c'est au point de remettre en question l'engagement, ça pose question quand même. Que vous vous interrogiez, que ça vous mette en colère, que ça vous affecte, que les regards que vous rencontrez vous peinent, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, cet homme, évidemment, ne se résume pas à son handicap, c'est une chose. Mais de là à remettre en question un engagement, alors que vous me dites que quand même cet homme est par ailleurs tout à fait autonome, tout à fait, que c'est quelqu'un... Vous voyez, je comprends que lui aussi ait une position assez ferme, parce que par vos états d'âme, vous pouvez quand même réveiller sa blessure narcissique, même s'il ne montre pas. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En fait, donc attention aussi. Alors après, à vous de voir. Est-ce que derrière cette notion de, est-ce que le handicap, est-ce que vous prenez pas appui là-dessus pour remettre en question un engagement? Non, je pense pas. Je pense pas que je me sers de ce handicap. Non. Je suis vraiment sensible au regard que les gens portent sur nous, mais bon, je pense aussi après que c'est un peu le fruit de l'éducation que j'ai reçue. Je sais que de tout temps, j'ai été élevée dans l'optique de faire attention à l'image que je peux renvoyer, de faire attention à ce que les gens peuvent penser de moi. Et j'ai pas vraiment appris, je pense, à vivre pour moi en me fichant de ce que peuvent penser les gens et en assumant mes choix. Oui, mais en même temps, vous avez aimé cet homme-là. Ah, tout à fait. Donc, d'une certaine façon, à ce moment-là, vous vous fichiez pas mal de ce que pouvaient penser les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais par moments, ça revient. Voilà. Je suis pas continuellement dans cette optique. Ouais, mais ça peut-être. Et votre famille réagit comment? Alors mes sœurs vivent à l'étranger, donc elles n'ont pas encore eu l'occasion de rencontrer mon compagnon. Mais non, mes parents l'apprécient beaucoup et ils le trouvent très bien. C'est un homme très sérieux, très bien élevé, très responsable. Mais justement, il est très tout, alors il est parfait à vos yeux. À vos yeux, oui. Oui, mais c'est ça. Et je trouve qu'il y a presque une incohérence. Il a tout, il est parfait, c'est le prince charmant. Et puis il y a ça. Et alors, j'ai l'impression, est-ce que vous ne déplacez pas sur les autres, sur le regard qu'il porterait sur cet homme, quelque chose que vous auriez du mal à formuler pour vous-même, quelque chose qui vous gênerait? Je ne me sentirais pas à la hauteur de cette relation. Non, je ne sais pas. Quelque chose que vous cherchez à tout prix à trouver un problème, oui. C'est vrai qu'au-delà de ce handicap, il y a quelques temps de ça, je suis partie dans des scénarios sans queue ni tête, et je ne sais pas, le fait qu'il soit aussi parfait, je l'ai soupçonné de certaines choses qui n'avaient absolument aucun sens.
mais qui venait casser effectivement cette image d'homme parfait. Et je l'ai accusé de certaines choses, mais Vous l'avez accusé de quoi ? Sans raison. Vous l'avez accusé de quoi ? Bien, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas forcément hétérosexuel, qu'il pouvait être bisexuel ou homosexuel, sans raison. Hein. Je ne peux pas vous expliquer d'où sont venues ces idées-là, mais j'y ai cru avec insistance, et lui n'a pas compris justement d'où ça venait, ces hérésies. Et je ne sais pas moi non plus d'où ça peut venir. Je sais pas. Oui, mais enfin c'est intéressant parce que là, vous voyez, on sort complètement de la dimension du handicap. C'est-à-dire que là, vous cherchez quelque chose qui il serait bisexuel ou homosexuel et vous dites c'est sans raison. C'est-à-dire que ça sera un fantasme de votre part, mais là aussi qui toucherait à la différence, mais qui viendrait remettre en question votre engagement. On dirait que vous voulez à tout prix trouver quelque chose chez cet homme pour que ça ne marche pas entre vous. J'ai l'impression aussi, effectivement. Alors, et c'est effectivement, il y a quelque chose que je sentais depuis que vous parlez de cela, c'est-à-dire, encore une fois, même si le regard des autres peut être difficile à supporter et que on peut pas nier que pour celui qui vit avec une personne handicapée, c'est à prendre en considération. Mais je trouve que il y a quelque chose qui est un peu trop. C'est comme si vous déplaciez quelque chose sur les autres de votre problématique à vous. On a l'impression il y a un décalage entre cet homme que vous présentez comme parfait, prince charmant, et puis en même temps vous voulez lui trouver la chose qui. Alors encore une fois, bon. C'est pas un problème en soi d'être bisexuel ou homosexuel. Ça pourrait l'être pour vous si vous voulez qu'il soit votre mari, en l'occurrence. Oui. Mais vous voulez qu'il y ait qu'il y ait un gros problème, qui fasse que ça soit pas possible, quoi. Voyez, vous cherchez la chose qui fait que ça ne soit pas possible, cette union. C'est vrai que par moments j'ai l'impression d'être un peu dans l'auto-sabotage. Alors pourquoi autant de réticence face à un homme que vous allez épouser quand même, que vous comptez épouser? Ça interroge, hein. J'ai rencontré des hommes avant de rencontrer mon compagnon qui n'avaient pas le quart des qualités qu'il peut avoir. Encore une fois, je le dépeins comme l'homme parfait parce qu'il a réellement toutes les qualités que je recherche et que j'attends d'un homme. Mais j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche, en fait. Que c'est pas possible, que ça cache quelque chose, qu'il faut absolument que je le découvre maintenant avant que je me sois engagée avec lui. Je sais pas. Oui, mais là, vous êtes dans une suspicion qui est votre problème à vous. Vous voyez, ça tourne à quelque chose de la. Oui, enfin, oui, ça relève d'un soupçon derrière cette apparence. Il y a quelque chose le big problème va surgir. Alors, qu'il y ait je ne sais pas, dans votre histoire, vous me parlez des hommes passés, mais qu'est-ce qui fait qu'on vous aurait menti sur quelque chose d'important, vous auriez découvert une vérité tout d'un coup, ou une vérité vous aurait été dévoilée qui remettrait beaucoup de choses en question. Ça interroge sur votre histoire à vous, je trouve. Pas sur cet homme, sur vous. Lui, réellement. Mais moi, je pense que non, il y a quelque chose qui vient de vous. Ces réticences. Et derrière cela, ces peurs, elles disent quelque chose de vous profondément, Mélanie. Qu'est-ce qui vous aurait été caché et que vous craignez et qui vous aurait été révélé? Vous aurait-on menti sur quelque chose d'important? Mais ça va bien au-delà, je trouve, que même dans vos relations amoureuses, sur votre histoire à vous. Pour vouloir à tout prix, c'est comme s'il fallait, on va soulever un lièvre là. Il y a quelque chose d'important, donc on peut pas s'engager parce que il va y avoir une vérité qui va sortir terrible. C'est vrai qu'en ce qui le concerne, j'ai peur d'une trahison. Et c'est ce qui m'étonne parce que, encore une fois, j'ai rencontré des hommes avant de rencontrer mon compagnon qui ne se sont pas du tout montrés honnêtes, mais je n'avais pas autant de suspicions sur eux, en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre non plus. Non, mais alors pour le coup, moi je pense que, au vu de ce que vous dites, vous auriez besoin quand même, enfin, je pense que ça serait important que vous consultiez quelqu'un, vous, pas lui, hein, et ni tous les deux,
et que vous expliquiez à votre compagnon qu'il y a des peurs qui surgissent et qui ne sont pas liées à lui, et encore moins à son handicap. Parce que le handicap, finalement, n'est qu'un écran de fumée dans cette histoire. Moi, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Oui, c'est possible. Vous raccrochez à ça, parce que c'est effectivement visible. Donc c'est plus simple de se raccrocher à ça. Mais il y a quelque chose que je sens, je peux me tromper, mais de plus profond, où vous avez peur d'être abusé, d'être trompé. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. Et que à un moment, donc du coup, on ne s'engage pas tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Et en même temps, il y a bien cette petite voix en vous qui vous dit non. Cet homme, vous vous sentez bien avec lui, il vous correspond, il est très aimant, très attentionné, très généreux. Donc pourquoi tout d'un coup il se révélerait tout l'inverse et diabolique? Mais vous avez très peur d'être abusé, d'être trompé. Et ça, il y a quelque chose qui a à voir dans votre histoire, à mon avis, ou peut-être on vous a menti sur quelque chose d'important, il y a une vérité importante de votre histoire qui vous a été cachée, et que vous auriez besoin de comprendre en lui expliquant. Parce que pour le coup, ça serait important là de comprendre un peu qu'est-ce qui est en jeu pour vous, Mélanie, avant de vous engager. Parce que c'est vrai que je crains que si vous vous engagez avec cet homme dans ce climat de suspicion, ça ne marche pas. Et que du coup, ça justifie vos peurs, vos craintes. Parce que au fond, vous allez saboter la relation. Oui, oui. Voyez, donner raison à vos craintes. Et je sens que je lui nuis aussi. En tout cas, vous pouvez lui faire du mal parce que en mettant l'accent sur le handicap, ça peut réveiller chez lui quand même une blessure narcissique. C'est pas simple, qu'il a surmonté certainement. Il a fallu qu'il se construise avec ça, mais qui n'est quand même pas simple parce que le fait d'être aimé de vous est très important pour lui, de pouvoir se construire, d'envisager en plus de se marier avec vous. Et là, vous remettez en question l'idée même du mariage en raison de son handicap. Dire que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus complexe, certainement lié à votre histoire, des peurs, peut-être autour d'engagement, des peurs d'être abusé, mais qui ne relèvent pas de lui, dont vous auriez besoin de parler, pour justement pouvoir vous engager de façon plus sereine. Il faut lui en parler, parce que sinon, oui, il va s'angoisser cet homme. Et il aurait des raisons de s'angoisser. Vraiment. Parce que c'est vrai, c'est ce que disent les auditeurs. Il y a First Lisa qui dit est-ce que vous avez peur d'être heureuse? Il y a Daisy qui dit est-ce que vous pensez ne pas le mériter? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Je m'attendais pas à rencontrer un homme aussi extraordinaire. Et j'ai le sentiment par moment de ne pas être à la hauteur de tout ce qu'il m'apporte. Non. Et par d'autres moments, j'ai cette suspicion effectivement de trahison. Alors il y a Nestor qui dit il vaut mieux se marier quand on est prêt, franchement, et pas s'engager comme ça. Prendre son temps et plutôt que de foncer et puis d'aller au-devant des difficultés. Alors on avait des réactions qui arrivaient à propos du handicap, donc je vous propose qu'on les accueille quand même, mais on va les accueillir quand même, parce qu'elles attendent, elles sont au 39-21, Marité et Sophie. D'accord. Mais franchement, je vous le redis, je vous conseille, moi, d'aller voir, là. Prenez rendez-vous avec un psy. Allez parler, de vos peurs actuellement. Je pense qu'il y a des grandes peurs, de profondes angoisses derrière. Alors, pour être totalement transparente avec vous, ça a été le cas. J'en ai parlé à mon thérapeute, mais lui ne comprend pas, en fait, d'où viennent ces peurs. Il me pousse à aller vers ce mariage parce qu'il ressent que mon compagnon est quelqu'un de très bien. Et c'est vrai, c'est quelqu'un de très bien, mais j'ai l'impression qu'on ne s'attarde pas suffisamment. Alors attendez, vous me dites ça maintenant que vous êtes en thérapie. Oui, j'aurais bien aimé le savoir avant, ça m'aurait fait gagner du temps, là, j'avoue. C'est pas à lui de vous pousser pour le mariage, entre guillemets. Vous voyez, c'est pas à votre thérapeute de vous... peut-être qu'il vous rassure, mais comprendre, vous aider à comprendre pourquoi vous avez si peur et qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs. En tout cas, que ces peurs sont
pas lié à cet homme, à ce qu'il est, mais c'est davantage lié à votre histoire. Ça mérite d'être approfondi. Franchement. Moi, je pense que c'est le handicap, c'est vous vous accrochez à ça parce que c'est plus facile et parce que c'est plus objectif. Encore une fois, je ne nie pas les difficultés que ça peut poser. Mais j'entends autre chose, je peux me tromper, j'entends autre chose. Donc je peux comprendre que le thérapeute vous encourage parce qu'il pense effectivement que cet homme n'est pas en cause et que peut-être vous êtes en train de saboter quelque chose, voyez ? Mais du coup, vous avancerez d'autant plus si vous travaillez sur ces peurs. Et que vous vous rendez compte que, pourquoi cette peur d'être abusé comme ça ? D'où ça vient ? Ça a un sens, ça. Allez, on va accueillir Marité qui est avec nous. Bonsoir Marité. Bonsoir Caroline, bonsoir. Chère Caroline. Bonsoir. Je me permets de dire chère Caroline. Mais vous pouvez. Depuis si longtemps. Vous meublez mes soirées, merci. Merci. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors, vous avez tout dit. Hein, j'écoute là depuis un petit moment. Je me dis, Caroline, elle a tout compris. Elle a tout. Voilà. Alors, je voulais dire à Mélanie que se remue un peu trop les ménages, hein, parce que quand on aime, je pense qu'on ne se pose pas autant de questions. Ouais. Alors, moi, j'ai connu mon mari est handicapé. Je l'ai connu handicapé. J'avais 18 ans. Nous sommes mariés, j'avais 18 ans, mais j'ai connu que lui. Et bien, la première année, ça a été un peu difficile, vous savez, parce qu'il marchait avec une canne, parce qu'il boitait. On rentrait dans n'importe où, on le regardait. Vous savez, à ce moment-là, dans les années 65, c'était encore, il y avait moins d'handicapés. Vous savez, ils s'étaient souvent cachés à ce moment-là. Hein. On les sortait pas, on veut dire. Et j'étais souvent un petit peu gênée aussi, je me disais. Et puis, vous savez, quand on a beaucoup d'amour, eh bien, tout ça, ça s'efface. Et si Mélanie a l'air d'avoir un homme formidable, hein, ce que j'entends, elle se pose trop de questions, elle va le perdre quelque part. Hein, je crois qu'elle devrait prendre ce qui arrive de bon. Qu'est-ce que l'handicap ? Nous sommes tous des valides en sursis. Il faut bien se dire ça. Et je crois que son amour doit être plus fort que tout. Vous voyez, moi je suis mariée depuis 50 ans. J'ai été heureuse, merveilleusement heureuse avec cet homme. Et même s'il est en fauteuil, maintenant, nous avons toujours des moments extraordinaires. Allô ? Oui, on vous écoute attentivement. Hein. Oui. Et bon, je crois que puis vous avez tellement bien analysé, je ne veux pas refaire une analyse. Non, mais je vous remercie, c'est important. Vous dites aussi beaucoup de choses. Vous parlez d'amour aussi. Il y a quelque chose de... Voilà, j'entends aussi... Et il y a quelque chose, Mélanie, qui interroge aussi dans votre témoignage. Ce garçon a beaucoup de qualités. Vous dites il est très... Mais je ne sais pas où vous êtes, vous, par rapport à lui. J'ai le sentiment, effectivement, par moment, que je ne le mérite pas. Voilà. En tout cas, vous êtes assez, je vous sens à distance. C'est-à-dire que vous parlez de ses qualités, de grandes qualités humaines. Mais vous, c'est vrai que je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à lui. Et ça interroge un peu, ça aussi. Oui. Merci beaucoup, Marité. C'est un beau témoignage, en tout cas. Merci d'avoir pris la peine d'appeler. Au revoir, Marité. Je vous embrasse. Bon courage à tous. Au revoir. C'est dommage, on va essayer de... Sophie était en attente. Alors, un petit mail de Chaudron de la Barque, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, ça fait plaisir de le lire, qui dit « Il est difficile de construire son amour et de le montrer aux yeux du monde, si prompt à jeter l'opprobre et l'anathème sur les différences, quelles qu'elles soient. Savourez votre amour, célébrez-le. Et puis, rappelez-vous qu'il vous faut bien souvent toute une vie pour se connaître soi-même. Alors... Tout découvrir de l'autre relève d'une utopie. N'anticipez pas les problèmes qui sont le fruit de votre angoisse. Aimez, jouissez, vivez et défaites-vous de toutes ces entraves. Mais ça mérite quand même un approfondissement. Et c'est vrai que pour le coup, je rejoins ce que disait cet auditeur, la Nestor, si vous n'êtes pas prête, on va pas se marier avec autant... Parce qu'il y a des angoisses comme ça à la veille d'un engagement qui surgissent parfois. De s'engager, c'est renoncer à d'autres possibles, donc ça fait surgir des angoisses. Mais là, elles sont particulièrement intenses. Donc quand on se pose autant de questions, ça vaut le coup, quitte à repousser un peu, mais pour être vraiment au clair avec soi-même, hein, quand même.
parce que sinon on va au-devant c'est se précipiter dans une union qui risque de se défaire peu de temps après. Donc peut-être qu'elle a raison, Marité, peut-être que vous risquez de le perdre, mais que ça a peut-être un sens aussi. Hein. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Merci Caroline, et je suis vraiment contente de pouvoir intervenir. J'aime beaucoup vos émissions et là j'ai réagi tout de suite. D'habitude j'ose pas appeler et ça m'a touchée au plus profond parce que nous avons adopté un enfant petit qui était handicapé, avec un handicap visible au niveau des mains et au niveau d'une jambe. Oui. Il est arrivé chez nous, il avait 13 mois et on était plein d'amour pour cet enfant. Il a de nombreux frères et tous vraiment étaient ravis d'avoir ce petit qui venait. Et on a vraiment subi des regards qu'on a très mal vécu, tous les enfants comme moi, sur le petit qui le ressentait. Et je réagissais au départ assez vivement en ayant des regards très appuyés pour confondre le regard qui forcément se détournait à un moment. Et puis petit à petit, en me blindant un petit peu, je me suis aperçue que ces regards n'étaient pas des regards de jugement, ni des regards de mépris, ni des regards de dégoût, mais des regards peut-être de curiosité, de compassion. Et le meilleur exemple, et ça a mis fin à tous mes chagrins, parce que j'avais du chagrin pour ce petit qui ressentait aussi les regards. Oui. Donc c'était douloureux aussi pour lui et il me regardait à chaque fois qu'il sentait ce regard. Oui. Et un jour, une amie qui avait des enfants qui regardait sans cesse le petit et son handicap, je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de le regarder comme ça, il est comme les autres, il est comme tout le monde. Et mon amie m'a dit, mais tu sais, ils sont inquiets parce qu'ils pensent qu'il a mal. Et ils sont admiratifs parce qu'il arrive à faire des choses fantastiques alors qu'il a des gros handicaps au niveau des mains. Et c'était en fait un regard admiratif. Et en fait, le regard que portent les gens n'est pas forcément un regard négatif. Non, c'est vrai. Et au bout d'un certain temps, ça faisait pas tellement longtemps, mon second fils, qui avait une dizaine d'années, le regardait et dit, maman, on a oublié qu'il n'était pas comme nous. On a oublié qu'il n'avait pas de jambes. Il est de couleur, il vient d'un pays d'Afrique. Oui. Et on a même oublié qu'il était noir. Et il y a tellement d'amour quand on aime, on ne voit plus. C'est vrai. On ne voit plus le handicap, on ne voit plus les regards des autres. On ne voit plus le fauteuil, on ne voit plus le membre qui manque, on ne voit plus la couleur de peau. Enfin, c'est vrai, on voit la personne, on voit. Vous avez raison, on l'a tous, je crois, à un moment éprouvé face à quelqu'un comme ça qui était différent et que l'on aimait. On ne voit plus sa différence. Ce qu'on voit chez un inconnu, c'est ce qui nous saute en premier aux yeux, et ça n'a rien. Et c'est pas être mauvais que de ressentir ça. C'est dans l'ordre des choses. On voit ce qui nous frappe en premier. Et maintenant, mon fils est adolescent. Je pense que pour le côté narcissique, effectivement, la blessure narcissique, je pense qu'elle est là. C'est un enfant qui est très secret, un jeune, un ado, qui est entouré de filles. Bon, donc ça c'est entouré de filles. Il a une cour de filles. Bon, donc ça c'est donc il sait séduire. Une de ces jeunes filles, c'est un très beau garçon. Une de ces jeunes filles, et on a parlé du handicap, elle dit, mais on ne le voit même pas, on le sait, alors on ne le voit pas. Et pourtant c'est manifeste, c'est très manifeste. Oui, mais il a compensé certainement avec son intelligence, peut-être de l'humour, de la sensibilité, voyez, et qui fait que cette jeune fille est certainement sincère quand elle dit on ne le voit plus. Voilà, c'est ça. Et je disais, je suis une femme de foi, et je disais toujours, mais le Seigneur, il fait tout bien complet. Donc, s'il manque un bout d'un côté, il compense de l'autre côté. Et je pense qu'il lui a tout mis dans le cœur à cet enfant-là. C'est joli ce que vous dites. Voilà, et vraiment, c'est un enfant qui... Dans les courses, pour les chevaux, on met des handicaps au meilleur. Ouais. Et oui. Ouais. Et vraiment, il est bon, il a des gros handicaps aux mains, il joue du piano, il n'a pas de jambes, il a fait de la danse classique pendant un moment. Il est vraiment très... Voilà, et je pense qu'il y a une force dans ces enfants-là et dans ces adultes qui vont se construire, que ça efface effectivement, quand Mélanie parle de cet homme qui lui apporte tant, ça m'étonne pas du tout. Parce que cet homme, s'il a réussi justement à dépasser le regard des autres, à être autonome, à se vivre comme individu à part entière, même s'il manque un petit bout, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il ne faut pas le laisser. C'est une grande chance.
qu'elle a de connaître cet homme. Et en même temps, quand vous dites il faut pas le laisser, c'est-à-dire que il faut savoir aussi que lorsqu'on s'aime, on peut se quitter. Et c'est valable aussi quand on vit avec quelqu'un d'handicapé. C'est-à-dire parce que parfois il y a dans ce jeu-là, il y a la culpabilité qui entre en ligne de compte et se dire ah non, je pourrais pas le laisser avec son handicap, je peux pas. Et il faut pas qu'il y ait cette notion-là parce que ça fausse le jeu. À partir du moment où on fait le choix de s'engager et de le voir, parce que forcément, quand on aime, encore une fois, on ne voit l'autre que comme un individu, par un handicapé. Donc effectivement, si un jour l'histoire s'arrête, ça sera comme les autres couples. Mais là, elle n'allait pas commencer l'histoire. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'elle le laisse, parce qu'il faut qu'elle... Bon, faut aller plus loin. Peut-être qu'un an de rencontre est peut-être trop tôt. Voilà, donc et puis effectivement voir ce qu'il y a derrière cette peur, derrière cette appréhension qui est étrange, parce que ça aurait dû venir au tout début et pas maintenant. Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Je crois que ça s'est accentué avec notre projet de mariage. Oui, mais parce que c'est aussi toute la construction dans le futur. Mais en même temps, on peut aimer une personne handicapée et puis à un moment certains jours détester son handicap, enfin de se dire on préférait qu'il n'y ait pas ce handicap parce que c'est lourd, parce que parfois on supporte plus le regard des autres, parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué, plus angoissé, plus ça nous semble pesant. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne et qu'on ne doit pas s'autoriser et qu'on ne peut pas en parler. Justement, c'est important de pouvoir en parler aussi. Il ne faut pas que ça soit un non-dit. C'est comme un handicap de quelqu'un qui est colérique ou qui mais exactement. Enfin, c'est comme quelqu'un que l'on aime, que l'on aime, il y a des moments on peut détester certaines choses ou bon voilà, on est pétri d'ambivalence, hein. Oui, bon. Tout à fait. Mais je veux dire pas plus le handicap que un colérique, un boulimique, quelqu'un qui se met à boire. Bon voilà, comme toute chose qui peut nous énerver, c'est une relation. Oui, parce que sinon, vous avez raison, parce que sinon on en fait quelqu'un qu'on ménage, où on est trop dans la compassion. Et c'est pas bon parce que du coup on le met dans une position de dépendance et que déjà son handicap peut rendre dépendant, donc ça va pas. Ouais, mais à partir du moment où l'on aime, enfin je vais dire pour mon petit. Et puis vous êtes la maman, c'est différent. Il n'y a plus du tout de handicap. Enfin, il n'y a plus du tout de handicap. C'est un enfant à part entière ou c'est un amour, je sais pas, j'ai pas d'amour handicapé d'adulte, mais voilà, le handicap disparaît aux yeux et à un tel point que là, des amis qui m'aident et qui l'aident à cheminer parce que il a une adolescence par rapport à son projet de vie qui il tourne un petit peu. Et sa marraine qui s'occupe de lui me dit mais Nathalie, Sophie, il a des problèmes au niveau de ses mains. Il faut que tu en aies conscience. C'est pas ça. Et pour moi, c'est tellement évident que je ne le vois plus. Bien sûr. Ouais. Donc on ne le voit plus du tout et il est à part entière. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'attendrissement. Oui, il est lui, ce qu'il est. Vous l'aimez pour ce qu'il est. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Il est lui. Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage. Voilà, au moins le témoignage de Mélanie vous aura donné envie d'appeler ce soir. Je vous remercie, mais vous avez bien fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance, Mélanie. Bon courage. Et puis en avant la Merci. Au revoir, Sophie. Osiris dit ces regards, finalement, le regard face aux personnes handicapées ne révèle-t-il pas nos propres peurs? Si, bien sûr. On parle beaucoup de nous à travers ces regards-là. Mais ça s'éduque aussi, et c'est vrai qu'on devrait le faire tôt avec les enfants. Il faut commencer très tôt avec les petits enfants, parce que les enfants posent des questions spontanément, et c'est là où on devrait apprendre à l'école à accepter comme ça le handicap, et notamment en accueillant, ça se fait, mais encore davantage les enfants handicapés à l'école, en leur réservant la place qui leur revient de plein droit. Voilà, Mélanie, je crois que allez parler, continuer à parler quand même. Il y a des choses, évidemment, cette notion de handicap entre en ligne de compte. Il y a des peurs aussi qui sont liées à vous. Et je crois qu'au bout du compte, vous allez y voir plus clair et peut-être ne pas passer à côté de ce qui est une histoire importante.
Ce qui serait dommage si c'était le cas. Oui, je pense que c'est le cas. Bon. Bonne chance alors, Mélanie. Merci beaucoup. Bonne chance. Et merci pour les interventions des auditeurs. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, écoutez, Caroline, j'ai entendu Valérie hier soir. Oui. Et son histoire rappelle un peu la mienne. Alors, Valérie, attendez, rappelez-moi, parce que les prénoms comme ça... Valérie a rencontré un homme très jaloux. Oui. Je crois qu'il avait 44 ans, elle en avait 46. Oui. C'était pas la première auditrice qui nous parlait de harcèlement? Non, c'est la deuxième. Ah oui, je me souviens. Oui, Valérie, et qui en fait était très jaloux et puis qui lui-même avait l'a trompé avec d'autres femmes. Voilà. D'accord. Oui, je me souviens très bien de Valérie. Oui. Et moi, j'ai rencontré. Alors bon, moi, je suis plus âgée j'étais plus âgée que mon copain. Oui. Et ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Mais nous ne vivions pas ensemble parce que moi, je me suis dit, chacun chez soi, il a un travail qui lui permet de partir une semaine et ça me convenait bien parce que moi, j'ai beaucoup d'activités et je trouve que il a 2 portables, dont un personnel et l'autre du travail, qu'il laisse ouvert parce que en cas où son patron aurait besoin de lui, que ce soit la nuit. Et il se trouve que, en plus, il venait me voir à vélo quand il faisait beau. Et il se trouve que j'ai bien, le hasard fait bien les choses parce que j'ai toujours cru que j'étais seule avec lui, mais il me faisait des crises de jalousie, des scènes de jalousie. Oui. Et plusieurs fois, je lui ai dit, mais attends, tu me fais des scènes de jalousie, tu sais toujours où je me trouve. Mais qui me dit que toi, tu es seule le soir chez toi? Et il ne me répondait jamais. Et je lui disais, comme je suis plus âgée, si un jour tu trouves quelqu'un, oui. C'est sûr que je me retirais sur la pointe des pieds, mais je ne comprenais pas que cet homme qui était si beau, si grand, si jeune, ne trouve personne. Mais après, j'ai compris... Il était peut-être très amoureux, hein, Comment? Il était peut-être très amoureux. Ah mais oui, Caroline, moi aussi j'ai cru. Mais à chaque fois je lui disais, écoute, on pourrait partir une semaine, ça nous ferait du bien, on se retrouverait. Il me disait, tu sais, j'ai pas beaucoup de sous. Alors une fois mais heureusement que je n'ai pas eu de dette avec lui. Il n'en a pas profité, il m'a jamais demandé de l'argent. Mais il se trouve que un jour, c'était le mois de mai, le début du mois de mai, et il est venu dormir le mardi ici, le mercredi il travaillait, le jeudi il passe en vitesse à 22h30, il rentrait de travailler, il finissait de travailler et il me dit je passe demain, je ne travaille pas, je passe à demain à te voir à vélo. Bon je dis d'accord. Et puis j'oublie que le 3 mai j'ai un rendez-vous, donc je sais que quand je lui laisse un message sur son répondeur, il n'écoute pas toujours les messages. Donc le vendredi 3 mai, en me levant, je me dis je vais quand même l'appeler sur son portable. Et puis je suis prise de remords, il est 7h30, je suis prise de remords, je me dis je vais l'appeler sur son portable de travail, ainsi il m'entendra. Et là, le téléphone sonne, on décroche, je n'entends pas qui me répond. Je dis, ne m'attends pas, ne viens pas parce que j'ai un rendez-vous à 10h. Et j'entends une voix féminine qui me dit, mais vous êtes qui? Alors je dis, excusez-moi, je me suis trompée de numéro. Non. Elle dit, vous êtes bien chez... Ah bon? Alors elle me dit, vous êtes sa compagne? Je dis oui, mais depuis quand? Je dis, depuis 1 an et demi. Et je dis, mais vous? Elle dit, je suis sa compagne depuis 5 ans. Oui, enfin, en même temps, elle-même, elle se doutait quand même de quelque chose parce qu'elle allait dire, elle prenait les devants. Bon, elle prêchait le faux pour savoir le vrai, mais quand même, elle savait un peu avec qui elle était, semble-t-il. Ah non, parce qu'elle découvrait comme moi. Enfin, c'est bizarre d'aller dire, vous êtes sa compagne. Bon. Oui, parce que... Parce que vous auriez pu faire un faux numéro, après tout. Oui, c'est ce que je me suis dit. Moi, j'ai cru au départ. Et puis là, elle me dit, non, vous êtes bien, mais il vit chez moi, qu'elle me répond. Et moi, j'avais l'adresse de mon compagnon, je savais où il vivait, j'avais son adresse. Et là, je lui dis, écoutez, c'est tout,
je préfère abréger la conversation. Et je l'appelle, lui, sur son portable personnel, en lui disant j'ai besoin de te parler. Et quand il me rappelle, il me dit tu sais, je dis alors qui c'est que j'ai eu? Il me dit une femme. Je dis oui, mais c'est qui? Et il me dit je t'ai toujours dit que je pouvais pas vivre tout seul. Oh le pauvre chéri. Oui. Et écoutez, si je vous dis alors du coup j'ai raccroché. Et si je vous dis qu'il m'a harcelé après. Ah bon? Mais harcelé pour vous dire quoi? Parce que elle l'a mise dehors. Oui. Et attendez, c'est que moi, à ce moment-là, quand il est venu l'après-midi, le vendredi après-midi, je lui dis, alors tu m'expliques quoi? Ah, mais non, c'est une amie et il se passe rien avec elle. Elle garde mon chien, elle nettoie mon linge. Je lui dis, attends, une amie. Il vous prend quand même pour une imbécile, c'est n'importe quoi. Alors je lui dis, donne-moi le nom de cette amie, je veux la connaître puisque tu n'as rien à te reprocher. Donc, écoutez, il est pas malin, il m'a donné déjà un prénom. Et le prénom, je me disais, il me donne un prénom comme il me donnerait un autre. Et puis, comme il me harcelait plus dans la semaine au téléphone, j'ai dit, écoute, moi, je veux rencontrer cette personne, donne-moi son nom. Et il m'a donné son prénom et son nom, en me disant qu'elle ne pourrait pas elle voudrait pas me voir parce qu'elle allait perdre sa maman qui était fort malade. Écoutez, tout ça m'a... Vous savez, les femmes, quand elles veulent, elles sont malignes. Donc, lui, il s'en va une semaine. Et pendant cette semaine, moi, je suis partie une semaine avant lui. Et quand je suis rentrée sur mon répondeur, j'avais des messages de lui et une personne qui se fait passer pour cette femme que j'ai eue au téléphone. En me disant, écoutez, c'est moi, on va dire Michel comme prénom, c'est moi Michel, vous savez, je vais inventer le nom aussi, Claude, il est très gentil, il n'y a rien entre nous, mais j'étais là pour garder son chien et pour faire des commissions. Écoutez, grâce à cette femme, j'ai pu retrouver la vraie. La ficelle est grosse quand même, hein? Oui. Et cet homme est dangereux, vous savez. Ça fait très manipulateur, cet homme qui ment à tout le monde, qui se fait passer un peu pour victime, pour mieux manipuler les autres. Tout à fait. Et puis alors, je vais vous dire, quand cette femme, elle était sur mon répondeur. Donc moi, je l'appelle, j'appelle Claude et je lui dis, finalement, ta copine, elle m'a appelée, mais je ne comprends pas. Elle dit tout l'inverse de ce qu'elle m'a dit au téléphone. Alors je dis, j'aimerais bien savoir qui elle est. Mais alors du coup, lui, il me dit, je savais même pas qu'elle t'avait appelé. C'est bien, je sais pas comment elle a eu ton numéro de téléphone. Et comme moi, je ne le crois plus, vous savez comment je l'ai retrouvée, cette personne, la vraie. Je savais qu'elle avait perdu sa maman. Donc j'ai fait les pompes funèbres de son coin. Ah oui. Et j'ai retrouvé la sœur. Pour y être détective. Mais quel intérêt? Pourquoi vous perdez votre énergie à vouloir retrouver cette femme? Écoutez, je lui ai rendu service à cette femme parce que elle me disait que elle c'était la solitude qui lui pesait le soir, qu'il n'y avait vraiment plus rien avec cet homme, mais de ce fait-là, elle l'a mis dehors. Et lui, pourquoi il s'acharnait avec moi? Parce qu'il n'avait plus personne pour laver son linge, pour garder son chien, et qu'il pensait que moi, je l'aurais logé chez moi. Et je ne me suis pas laissé faire. Vous avez raison, Mais attendez, ce qu'il y a, c'est que il me harcelait tellement, aussi bien au téléphone que quand j'étais dans mon jardin et que je ne voulais plus le voir. J'avais téléphoné au commissariat de son coin. J'ai eu 2 policières, je leur ai raconté mon histoire, qui m'ont très bien comprise. Et elles m'ont dit, écoutez, il n'y a pas de commissariat près de chez vous, mais allez vous adresser à la gendarmerie. Écoutez bien, je suis allée le vendredi à la gendarmerie. Très vite, parce que ça va être le journal de minuit, donc il faut qu'on conclue. Non, c'est pas possible là. Non, Et alors? La première fois, le gendarme m'a dit qu'il fallait que j'écrive au procureur. Et comme une fois, il est rentré dans ma maison, pas dans ma maison, mais j'étais dehors, ça faisait une demi-heure qu'il attendait que je me réveille. J'étais en train de prendre le soleil. Et quand je suis retournée voir le gendarme, il m'a dit, vous savez, madame, le harcèlement, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'au travail. Oui, il faudrait qu'il se renseigne, ce gendarme, parce que, en l'occurrence, puis, vous savez, il a été
il n'a pas été très, très aimable. Il m'a presque plus jugé que... Oui, c'est pas normal. Il faut y retourner, demander à voir quelqu'un d'autre et porter plainte contre cet homme. Parce que il faut pas vous laisser faire et vraiment déposer une main courante, voire une plainte contre cet homme. Parce que vous avez raison, il faut vous méfier. Il est manipulateur, il ment à tout le monde. Donc, voyez un autre gendarme qui sera plus compréhensif, au moins déposer une main courante, voire une plainte pour ne pas vous laisser harceler par cet homme. Bon courage, Jacqueline. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21, à nous envoyer vos messages par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit, ainsi que vos mails sur le site europe1.fr. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris. Mais je vous en prie. Je vous suis reconnaissante d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Voilà, j'ai un petit souci avec ma fille. Oui. J'adore ma fille et elle vient de m'apprendre qu'elle a perdu son emploi pour licenciement économique. Oui. Elle a quel âge? Elle a 27 ans. Oui. Et ensuite, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Oui. J'aurais été ravie dans d'autres circonstances, mais le problème, c'est que son copain est chômeur, ne veut pas s'engager, et j'étais un peu abasourdie par toutes ces nouvelles en même temps. Oui, elle vous a annoncé tout ça à la fois. Voilà. Des bonnes et des mauvaises nouvelles, donc. Voilà, alors que ça aurait été une grande joie d'être grand-mère, ce que j'attendais depuis longtemps. Vous êtes déjà grand-mère ou pas? Non. Ah bon, en plus. Alors, j'aurais souhaité, alors j'ai dit, écoute, réfléchis bien. Je lui ai dit franchement, c'est pas le bon moment. J'ai osé lui dire ça. Elle a un peu mal pris parce que elle veut le garder, mais dans des conditions vraiment précaires. Elle est toute seule. Enfin, elle n'est pas toute seule. Vous me dites qu'elle a un ami, mais qui est au chômage, c'est ça? Que le voit épisodiquement. Oui. Alors. Il le sait qu'elle attend un bébé? Oui, mais déjà c'est un homme divorcé, qui a déjà 2 enfants, et il lui a dit qu'il ne voulait pas le reconnaître. D'accord. Bon. Alors j'ai été un peu choquée. Alors j'ai dit vraiment, réfléchis bien. Moi je lui ai dit franchement, je souhaite pas que tu le gardes. Et elle m'a répondu, moi je veux le garder parce que je veux pas le tuer. Elle m'a répondu ceci. Oui, bon, elle est attachée déjà à cet enfant qu'elle porte. À quelques semaines. Oui, mais elle est attachée à ce bébé qu'elle porte. Oui, mais c'est pas à vous de lui dire, voyez, enfin, elle a 27 ans, votre fille, c'est plus, et quand bien même, de toute façon, ça serait une adolescente, vous n'avez pas à lui dire, je ne veux pas que tu le gardes. Ben, j'ai osé lui dire parce que je sais que c'est moi qui vais l'élever. Oh, ça, vous n'en savez rien. Non, ça, vous n'en savez rien. Ça vous... Elle n'a pas les moyens de l'accueillir dans des conditions... Mais attendez, elle vient d'être licenciée économique, mais ça ne veut pas dire... elle a la vie devant elle, votre fille. Elle a 26 ans. Justement, elle avait l'intention de faire une formation dans un hôpital pour entrer dans un service psychiatrie. Oui. Et tout va être annulé. Si elle est enceinte, elle ne pourra pas faire cette formation. Elle peut la faire un peu plus tard. Ça dépend. Enfin, elle peut faire. Ça dépend. Il faut qu'elle se renseigne.
Ça peut être un peu différé. Et puis, de toute façon, quand vous dites que vous allez l'élever, il y a des crèches, il y a des possibilités. Elle peut avoir des aides. Enfin, bon. Votre fille, elle va pas rester au chômage toute sa vie, de toute façon. Non, mais vous voyez, cette formation qu'elle envisage de faire, c'est une très bonne chose. Alors, évidemment... elle va être enceinte, là. Oui. Et alors, comment elle va faire pour faire garder l'enfant? Nous, on ne sera pas là. Elle fera comme toutes les femmes dans cette situation. Il y a des gardes, il y a des possibilités. Alors je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que c'est simple, d'autant plus si elle est seule. Oui, bien sûr. Si élever un enfant seul est évidemment compliqué. C'est clair qu'il vaut mieux être deux. Bon, maintenant, cet homme dit ça parce que peut-être que comme vous, il espère la faire changer d'avis en disant qu'il ne veut pas s'engager, pas s'investir. Elle a rencontré il y a 8 mois seulement. Oui, bon. Mais peut-être que dans la mesure où elle semble déterminée dans sa décision, si vous voulez, attention de ne pas projeter votre propre désir sur elle, parce que ça peut être assez dévastateur, hein. Je l'ai déjà fait. Bon, vous l'avez fait, voilà, vous lui avez dit, mais maintenant, évitez de lui redire. J'avoue que mon mari aussi est désespéré parce que... Oui, mais il n'y a pas de quoi être désespéré, franchement, parce que c'est quand même pas catastrophique. Il y a pire comme nouvelle dans la vie que le fait d'apprendre que un enfant que vous allez être grands-parents. Voyez, alors évidemment le contexte est pas le meilleur parce que actuellement elle n'a pas d'emploi, qu'elle est avec un homme qui n'est pas prêt pour le moment à s'engager. Mais là encore, vous savez, les choses peuvent évoluer parce qu'on voit des hommes qui parfois tiennent cette position-là. Non, mais il a déjà 2 enfants, il paye une pension pour... Oui, mais on voit des hommes qui sont dans cette position-là et il peut y avoir des retournements de situation. Non, il est déterminé, il veut pas. Oui, mais ils sont déterminés, mais vous savez, il y a des hommes aussi qui sont déterminés à être pères et puis qui prennent la poudre d'escampette en cours de grossesse ou quelques mois après la naissance de l'enfant ou dans la première année. Et à l'inverse, tout se voit. On voit des hommes qui vraiment disent non, moi j'en veux pas, c'est pas possible. Et puis qui, à la naissance de l'enfant, font de très bons pères. Donc, si vous voulez, dans ce domaine, l'expérience clinique montre que on ne peut préjuger de rien à l'avance. Quant à votre fille, évidemment, ce qui vous préoccupe, outre le fait qu'elle n'est pas dans un couple stable, c'est aussi sa situation matérielle. Je le comprends, évidemment. Mais s'il avait pu, j'aurais rien dit. Mais là, oui, mais ce que je veux vous dire, Annie, c'est que vous n'avez pas à dire quand même. Il faut que vous vous rendiez compte que votre fille n'est pas une petite fille. C'est une femme quand même qui a 26 ans. J'ai peur qu'elle ne soit pas informée de la réalité qui est vraiment de... Oui, mais moi, ce que je crains, Annie, c'est que en vous positionnant trop comme vous le faites, elle risque vraiment de vous le reprocher et de vous le faire payer, hein. Et vous risquez de le regretter amèrement parce que elle vous dit que ce qu'elle dit que cet enfant, semble-t-il, même si c'est de quelques semaines, elle y est attachée et on sait très bien qu'il y a des femmes, la grossesse est très récente et pourtant elle est déjà très investie. Bon, c'est comme ça, ça s'explique pas, c'est comme ça. Elles ont déjà beaucoup investi cet enfant qu'elles portent. Donc, si vous vous prononcez en disant non, il faut que tu avortes, vous brandissez comme ça quelque chose qui est très angoissant pour elle, et c'est des paroles qui marquent, qui restent. Je vous assure, c'est des paroles qui restent. Moi, pour avoir connu, quand j'ai travaillé auprès de femmes comme ça enceintes autour de cette problématique-là, et j'ai rencontré, je me souviens comme ça d'une patiente qui, jeune femme, ses parents l'avaient vraiment forcée à avorter. Cette femme, elle a jamais eu d'enfant. Alors, c'est pas qu'elle ne pouvait pas en avoir, hein, mais c'est que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui s'était définitivement bloqué en elle. Il y a eu un interdit autour de la maternité. Il y a eu quelque chose d'une telle culpabilité, on lui a tellement fait porter une culpabilité qu'elle s'est interdit
après d'être mère. Donc, vous touchez à quelque chose de particulièrement sensible. Oui, mais et qui peut déterminer une vie. Pour son bien-être, je pense. Oui, mais vous savez, pour son bien-être, que vous pensez être son bien-être. Oui. Mais vous pensez, vous, que c'est son bien-être, et vous pouvez, par vos paroles et par votre attitude, lui faire beaucoup de mal. Donc, non, là, vous écoutez vous, mais vous n'écoutez pas elle, et vous pouvez lui faire beaucoup de mal. Donc, vous avez réagi parce que vous posez en termes extérieurs, en termes de rationnel, évidemment, le fait qu'elle n'est pas dans un couple stable, que pour le moment, elle vient d'être licenciée économique, donc que ce ne sont pas les conditions les plus favorables, certes, mais pour autant, rien n'est figé, les choses peuvent bouger. Et quand vous dites là aussi que c'est vous qui allez vous retrouver à l'élever, bon, d'abord, votre fille, elle va pas rester au chômage toute sa vie. Les choses vont bouger. Et puis, d'abord, en plus, je vais vous dire, ça se trouve, vous serez les premières à vie pendant quelque temps de pouvoir avoir ce bébé s'il voit le jour. Écoutez, ça se trouve, c'est vous qui allez en être complètement gaga. Je voulais rencontrer le garçon et j'avoue que cet enfant, j'ai un rejet. Oh, attendez, vous avez un rejet, pas de l'enfant, vous ne le connaissez pas. Mais j'ai déjà le rejet. Oui, mais c'est ce qui me préoccupe. C'est ce rejet que vous exprimez ouvertement à votre fille, et ça, elle peut vraiment vous en tenir rigueur. Hein. Je sais, mais le mal est fait, je veux savoir. Non, ne figez pas les choses comme ça. Ouais. Si vous voyez si vraiment elle reste dans sa décision de mener cette grossesse à son terme et que cet enfant voit le jour, vous serez peut-être la première à vous attendrir devant ce petit bébé. Donc vous savez, attendez, vous parlez de rejet, vous ne connaissez pas pour le moment, il n'a pas pris corps, il n'existe pas encore pour vous cet enfant. Donc vous rejetez la situation, mais vous ne rejetez pas l'enfant. Oui, voilà, exactement. Voilà. Ça n'a rien à voir. J'ai peur que l'accueil... Vous avez peur, c'est votre peur, mais attention de ne pas projeter votre peur. Et vous pouvez le dire à votre fille. Bon, j'ai réagi comme ça parce que je m'inquiète pour toi. Voilà, vous pouvez lui dire comme ça, je m'inquiète pour toi, mais après tout, je vais trop vite, c'est peut-être je te fais confiance aussi, c'est vrai que tu pourras faire ta formation, te renseigner pour ta formation et puis lui dire que quelle que soit de toute façon sa décision, vous serez toujours à ses côtés. Elle a certainement besoin d'entendre ça parce que elle aussi. J'ai dit tout le contraire. C'est trop tard ? Il est jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard pour reprendre les choses, mais faites-le, hein, parce que des paroles dans un moment aussi sensible. Je lui ai fait presque du chantage. C'est ce que je crois entendre, oui, c'est bien ce que j'ai compris, oui. Mais on fait pas de chantage autour de. C'est parce que je suis désespérée de. Oui, mais c'est excessif d'être désespérée. C'est excessif. Faites-lui confiance à votre fille, franchement. Elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Je veux dire, ça va, quoi. Il y a quand même pire nouvelle que l'arrivée d'un enfant. En plus, même dans ces conditions précaires... écoutez, de toute façon, elle aura des aides. Quand bien même cet homme ne changerait pas d'avis, et encore rien n'est moins sûr, elle aurait des aides en tant que mère célibataire. Et puis, encore une fois, elle envisage une formation, elle a des projets, elle retrouvera un travail. Elle a que 26 ans, votre fille. Et comme le dit Angie, vous savez, elle dit si on attendait toujours le moment, les conditions idéales pour faire un enfant, la Terre serait pas aussi peuplée. Hein. Non mais c'est vrai. Maintenant, on veut tout, on contrôle tout aussi. Le meilleur moment, et puis je vous dis, finalement, le meilleur moment, après, c'est plus le moment. Donc, mais cet enfant sans père, c'est ça qui m'inquiète aussi, vous comprenez ? Écoutez, vous ne savez pas. Ça, c'est pour le moment entre deux. Ça se trouve, cet homme réagit comme vous. Alors, je me dis, votre fille, la pauvre, entre vous qui lui mettez la pression et cet homme qui, ça se trouve, aussi lui met la pression en lui disant, écoute, je le reconnaîtrai pas. Elle doit pas être très bien, votre fille. J'espère qu'elle a des amis et qu'elle a un peu besoin d'être soutenue parce que, en même temps. Mais ses amis ont dit, comment ça se fait que tes parents ont réagi comme ça ? Je comprends. Oui, parce que c'est violent. Parce que c'est pas dans notre éducation. En fait, on a reçu une éducation stricte
Et l'évolution des mœurs, on n'est pas préparé à cette vie qu'elle mène. Attendez, elle mène pas une vie dissolue, votre fille. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'elle est avec un homme, vous dites il est divorcé. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont divorcés. Ça veut pas dire qu'elle mène une vie dissolue. Il a 2 enfants. Bon. De connaissances, c'est pour ça que je m'inquiète. Bah, oui, mais elle se sent prête pour avoir un enfant. Vous savez, il y a les conditions matérielles, mais elle, c'est qu'elle se sent prête. Et de toute façon, ce bébé, il va pas arriver là dans 15 jours ou dans un mois. Elle a 9 mois pour le faire, ce bébé. Donc, en 9 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Elle peut se renseigner pour faire sa formation. Elle peut peut-être la commencer, la différer. Parce que, vous savez, il y a des tas de femmes qui sont enceintes et qui font des formations. Elle peut le faire en étant enceinte. Je ne sais pas quelle formation elle voulait faire. Parce que là, il faut qu'elle aille à Pôle emploi, mais bon. Oui, bien sûr, mais il y a ça dépend si c'est une formation très physique ou quoi, mais bien sûr qu'on peut faire des formations en étant enceinte. D'accord. Vous me rassurez, je vous remercie. On peut faire des formations. Il faut qu'elle se renseigne. Ça dépend. Je ne sais pas dans quel cadre vous me parliez en psychiatrie, c'est ça? Mais à quelle fonction elle voulait faire? Mais je ne sais pas. Elle est attirée parce qu'elle avait fait un stage. Mais en tant que quoi, infirmière? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Aide-soignante. Aide-soignante? Pour commencer. Oui. Elle peut faire. Elle peut tout à fait commencer une formation, peut-être. Et à ce moment-là, après. Enfin, il doit y avoir. C'est pas la première fois que ça se présente qu'une jeune femme commence une formation, puis découvre au cours de sa formation qu'elle est enceinte. Est-ce qu'à Pôle emploi, elle va dire qu'elle est enceinte ou elle ne le dit pas? Pourquoi elle le cacherait? Je sais pas. Elle a bien le droit d'être enceinte. Je sais pas, parce qu'à Pôle emploi, je fais pas trop confiance à Pôle emploi non plus. Et pourquoi à Pôle emploi, elle ne serait pas la première jeune femme à être inscrite à Pôle emploi et à attendre un bébé? Vous voyez, c'est finalement une situation assez fréquente, vous savez, Annie. D'accord. Oui, non, vous vous angoissez là beaucoup. Quel soulagement de vous entendre. Oui, vous vous angoissez beaucoup. Vous savez, elle va mettre les choses. C'est un cas de figure que j'ai jamais. Oui. Parce que c'est pas pour vous le cadre. C'est ma première fille. Oui. Vous avez d'autres enfants? Vous n'en avez qu'une? Oui. Mais écoutez, vous vous rendez compte? Je vous dis, et encore une fois, ne préjugez pas de l'avenir, parce que si vraiment elle va au bout de sa décision et qu'elle décide de mener cette grossesse à terme, vous allez me rappeler dans 9 mois et vous allez être complètement attendri par ce bébé-là. Vraiment, je vous le garantis, hein, ça. J'en suis convaincue. Marie-Annick est avec nous, tiens, au 39-21. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir Marie-Annick. Bonjour mesdames. Bonsoir. Alors je vous appelle parce qu'en attendant, c'est Annie. Annie, oui. Ça m'a rappelé un petit peu ce que j'ai vécu il y a maintenant 18 mois. Oui. Sauf que ma fille n'avait que 19 ans. Oui. Et c'était l'année du bac. Donc elle m'a annoncé au mois d'avril qu'elle attendait un bébé. Oui. J'ai réagi au début en me disant mais non, mais c'est pas possible, un bébé, mais comment elle va faire? Moi aussi. Elle est inscrite en faculté d'économie, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai surtout pensé effectivement à son avenir. Moi aussi. Et j'ai aussi dit, pas très gentiment, mais enfin c'est pas possible, vous pouvez pas le garder. Moi aussi, je rajoute. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir dit ça, mais vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai regretté d'avoir prononcé cette phrase. Donc ils sont quand même allés au planning familial. Ils leur ont tout expliqué. Et après, elle a passé la première échographie pour voir si tout allait bien. Et là, ils ont entendu le cœur du bébé. Et bien évidemment... mais ils étaient deux. Et ils étaient un et demi, on va dire. Parce que papa était un peu présent, mais bon, pas beaucoup. Et là, il n'est pas présent, lui. Oui, mais pas du tout, je sais, j'ai entendu. Mais ça peut changer aussi, ça. Hein. Donc, elle a passé son bac. Le jour où elle a eu le bac, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait le bac et trouvé un logement. N'est-ce pas? Elle est allée voir les services sociaux. Ils l'ont aidée au niveau allocation logement, au niveau... tout. Elle a continué ses études. Elle a validé son premier trimestre en IUT puisqu'elle a accouché le 22 décembre et elle a passé ses derniers examens le 17 décembre.
Et là, depuis, bon, alors c'est vrai, c'est arrêté, elle ne va plus à l'IUT, elle s'occupe de sa fille, une adorable petite fille, Annie, qui a 18 mois aujourd'hui, et je vous assure que pour rien au monde, on reviendrait à l'envers, quoi. C'est pas et possible. le papa est là? Le papa est là de temps en temps, et c'est vrai, de plus en plus souvent. Et oui, mais là, le papa, je ne sais pas si elle aura... Mais elle a commencé toute seule, quand même. Oui, mais on ne peut pas savoir. Je vous dis, il y a des pères qui sont très présents, qui disent vraiment, qui parlent de leur envie d'être père, et puis qui malheureusement n'assurent pas du tout, n'assument pas. Finalement, une fois que le bébé est là, et d'autres à l'inverse qui freinent des cas de fer, qui disent même qu'ils ne veulent pas, qui partent, et puis qui, une fois que le bébé est là, s'investissent beaucoup dans la paternité. Donc vraiment, c'est un domaine où on ne peut pas faire de prévision à l'avance. Mais de toute façon, je pense, Annie, qu'avec ou sans papa, bon, avec papa, c'est beaucoup mieux, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, bien sûr que c'est mieux, mais bon. Mais je sais qu'elle n'a pas d'emploi. Votre fille, elle a 27 ans, elle se débrouillera. Mais oui. Elle était licenciée, elle va commencer par toucher du chômage, après elle aura des aides, des allocations familiales, elle va retrouver du travail. Son bébé ira à la crèche, trouvera une nounou, je vous assure que c'est vraiment pas... Ça paraît peut-être dur, enfin, ridicule de dire ça, mais c'est pas franchement un problème. Il faut penser effectivement au bonheur que ça apporte pour elle, parce qu'elle est heureuse d'avoir ce bébé puisqu'elle veut le garder. Alors si elle vous sent, vous, pas contente, je pense pas que ça lui fasse beaucoup plaisir. Non, ça a dû beaucoup la blesser. Et mon mari non plus. Oui, mais ça doit beaucoup la blesser. J'ai revu ma position, moi. Et à partir du moment où elle a dit non, maman, je le garde, il y a rien, on changera rien à tout ça, et ben je me suis dit ma fille, je suis là pour t'aider. Mais de toute façon, oui, il est important de respecter son choix. Voilà, tout à fait. Il est d'autant plus important de respecter son choix parce qu'en allant à l'encontre de son choix, vous allez vraiment au-devant des ennuis. Vous risquez, je vous dis, elle risque de se braquer. Ce sont les paroles, après, ces paroles-là, ces moments-là de vie s'inscrivent profondément. Et en manifestant du rejet, ça peut s'enraciner, ça peut s'inscrire en elle. Elle peut vraiment vous en vouloir. Et je vous dis, vous n'avez pas à influencer le cours de son destin comme ça. C'est quelque chose de beaucoup trop intime pour que vous interveniez. D'autant plus que c'est une femme aujourd'hui et que vous n'avez pas à intervenir sur sa vie comme ça. Et vous verrez, Annie, vous allez être rapidement heureuse. Vous allez voir. Vous allez être rapidement heureuse. Vous voyez, et puis j'ai un des SMS, Lolo Braise, qui dit âgée de 21 ans, j'ai mis au monde ma fille. À ce moment-là, je n'avais pas d'emploi et j'avais pas de père auprès de moi. Aujourd'hui, je suis très épanouie et j'ai retrouvé un bon poste. Faites-lui confiance. Elle ajoute, en tant que mère et femme, elle me semble vouloir se construire. Elle a surtout besoin de votre soutien et les choses évoluent par amour. Et c'est ce que dit aussi Violaine. Vous savez, l'amour maternel déplace des montagnes et ça donne aussi beaucoup d'énergie. Beaucoup de volonté. Le fait, il y a des choses qu'on fait aussi pour un enfant. Comme dit Angie, c'est une grande fille aussi, c'est une femme là, il faut lâcher du lest et la soutenir. Donc, il est important aussi que vous puissiez lui dire que bon, vous avez réagi comme cela parce que vous vous êtes inquiété, peut-être trop vite, et que vous allez apprendre à lui faire confiance, et que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous serez à ses côtés. Parce que c'est avant tout ce qu'elle a besoin d'entendre, et surtout que, je veux dire, c'est votre seule fille, elle est fille unique. Je veux dire que si elle décide, si ce bébé vient au monde, vous serez certainement très heureuse d'avoir un petit-fils ou une petite-fille, et pas qu'elle vous en tienne rigueur et d'être privée de votre petit-fils ou de votre petite-fille. Mais là, elle n'a pas encore vu le gynécologue, alors elle va le voir jeudi pour avoir confirmation. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai passé un oral. Quand on est enceinte, on se sent pousser des ailes, surtout quand évidemment on souhaite cette grossesse. Cette jeune femme me dit, j'ai passé un oral de concours 15 jours avant d'accoucher. J'ai été reçue. On m'avait pourtant dit que ça pouvait me pénaliser, mais à ce moment-là, je me sentais invulnérable. C'est Printa qui nous dit ça. Oui, mais c'est un soulagement d'entendre tous ces messages pour moi, parce que j'étais vraiment très inquiète. Je suis rassurée, je vous remercie infiniment. Oui, comme dit Béa, il faut que vous la rassuriez, lui direz que vous l'aimez, que vous lui faites confiance, parce que c'est son histoire.
Et elle a besoin d'être entourée. Puis, vous savez, les choses changent et aujourd'hui, on ne s'offusque pas. Qu'elle soit pas forcément dans un cadre conventionnel. Et encore une fois, votre fille, elle mène pas une vie dissolue. Enfin, il y a rien de voilà. Bon, elle a eu cet enfant avec un homme divorcé. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que cet homme ne s'investira pas auprès de ce bébé. Peut-être que lui aussi se disait c'était pas le moment et que c'est une façon un peu de faire pression sur elle. Non, donc il faut vraiment qu'elle soit déterminée. Il n'en voulait pas puisqu'il en avait déjà 2. Bon, bah oui, mais bon. Voilà. On dit jamais 203, voilà. Bon, je vous remercie infiniment, Caroline. Bon, je vous en prie, mais entourez-la, hein, parce qu'elle a quand même aussi. Je vais lui demander pardon parce que. En tout cas, voilà, dire que vous avez réagi par inquiétude finalement. Oui, et parlez-en à votre mari parce que c'est important aussi, voilà, de calmer le jeu. Désespéré aussi. Oui, il n'y a pas de quoi. Franchement, vous savez, votre fille, elle vous annonce pas qu'elle est très malade là. Non, voyez, vous imaginez si elle vous annonçait qu'elle avait une grave maladie? Oui, je sais, c'est vrai. Hein, elle vous annonce qu'elle attend un bébé. Bon, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être grands-parents là. D'accord. Hein, c'est une joie pour moi. Bon. Oui, finalement vous allez voir que c'est beaucoup de bonheur qui s'annonce. Oui, vraiment. Je le souhaitais dans de meilleures conditions, c'est pour ça. Vous voyez, il y a Abigail qui dit je suis étudiante, j'ai 21 ans et maman depuis février. Et elle dit, ça m'aurait beaucoup blessée si mes parents m'avaient tenu un tel discours. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a les cours à travailler le soir quand la petite dort. Mais je vous assure qu'avec un peu d'organisation, tout s'arrange. Et puis Pierrot qui dit, allez, un enfant c'est pas une maladie, c'est pas une honte, c'est que du bonheur. Pas forcément facile tous les jours, c'est vrai, non, mais moi, du bonheur. Je pensais qu'un enfant, il fallait l'accueillir dans de bonnes conditions. Vous savez, ce qu'il lui faut, c'est beaucoup d'attention, d'amour. Et puis, au pire, j'ai envie de dire, votre fille, elle a 26 ans. Elle va, comme vous le dit Marie-Annick, retrouver, elle a le chômage en attendant. Elle va faire une formation, retrouver un emploi. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Bon. Et puis, au pire, soit cet homme peut changer d'avis aussi, parce qu'il peut fondre finalement, parce qu'il aime votre fille. Et puis, se découvrir. C'est pareil, il dit, je veux pas d'un 3e enfant, mais parce que c'est abstrait. Il ne le connaît pas, cet enfant-là, tout comme vous. C'est pas cet enfant-là que vous rejetez, vous le connaissez pas. Ça reste, c'est pas concret. Quand l'enfant sera là, vous créez un lien avec lui. C'est cet enfant-là que vous aimez. Voyez, que vous apprenez à aimer. Et cet homme, ça peut être tout à fait pareil. Et au pire, si cet homme n'est pas là, en tant que compagnon pour votre fille et père pour cet enfant, elle a l'avenir devant elle, votre fille. Elle pourra tout à fait trouver un compagnon qui pourra être un père pour cet enfant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les couples, c'est plus comme c'était avant, mais ça laisse aussi plus de possibilités, plus de... Je sais pas si ça donne plus de possibilités à une femme qui a déjà un enfant. Si, je vous assure que non. Fuir les hommes. Non, parce que maintenant, on voit beaucoup c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Franchement. Et ça fait... Évidemment, quelqu'un qui aurait déjà 3-4 enfants, c'est déjà plus difficile à conjuguer. Ça peut un petit peu inquiéter certains. Mais franchement, un enfant, non. C'est pas ce qui fera fuir un homme. Hein. Franchement pas. Qui m'inquiète aussi. Non. Mais on vous sent très inquiète pour tout. Donc, pour tout. Bon. Je cogite trop. Non. Oui, vous cogitez trop et bon, laissez-la. Projetez pas trop vos angoisses sur elle. Vous pouvez lui dire, j'étais très angoissée, je m'inquiétais pour toi. Vous pouvez lui dire, tu me connais, on est angoissés, ton père et moi, mais au final, on va te faire confiance et on sera à tes côtés. Et c'est important de lui dire cela et de l'accompagner parce que je vous assure, c'est des moments de vie où ce qui se dit et ce qui se fait, ça s'enracine. Hein. Donc attention. Je sais, je crois que j'ai été tellement... Ça se rattrape, vous pouvez en parler, ça se rattrape. Ça peut se rattraper. Oui. D'accord, merci infiniment, Je vous en prie. Au revoir Annie. Et merci beaucoup Marie-Annick. Merci. Au revoir.
À toutes, merci. Ben voilà, chanson de circonstance pour Annie, c'est ce qu'on peut lui dire là. Et puis un petit message aussi encore au 7 39 21 qui dit votre fille demande votre soutien parce que vous êtes une maman et de surcroît sa maman. Alors tendez-lui votre main et votre cœur. Et puis Sergio qui dit pourquoi pas l'accompagner jeudi chez le gynéco. Je sais pas si elle le souhaite aussi, parce que c'est vraiment un moment peut-être un peu intime. Elle verra bien. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Paul me dit que vous êtes un nouvel auditeur. Et oui, ça fait 6 jours que je vous écoute toutes les nuits là. Eh ben voilà. Un petit perdreau de l'année là. Ouais, voilà, exactement. Non, mais je suis tombé par hasard sur votre émission parce que là je roule de nuit là pour remplacer un collègue pour 15 jours là et donc j'ai écouté et je me dis quand même. Et depuis vous nous quittez plus. Voilà. En plus, vous avez une voix chaleureuse, ça donne envie d'écouter l'émission, il n'y a pas de souci. Merci. Et alors, vous êtes routier ? C'est ça? Oui, je suis chauffeur routier, oui. D'accord. Donc, on vous tient compagnie la nuit, comme ça. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de collègues qui vous écoutent aussi. À tous ceux qui roulent pendant que les autres dorment. Voilà. Vous vous trouvez où, là, en ce moment? Là, je suis dans l'Aude, entre Lézignan-en-Corbière et Narbonne. Et vous livrez quoi? Moi, je transporte du carburant. D'accord. Voilà, matière dangereuse. Bon, oui, en effet. Ouais. Voilà. Et alors, vous avez entendu une histoire qui vous a donné envie de réagir, je crois. C'est pour ça que... Oui, c'était Valérie hier soir, parce que... Valérie, elle vous a beaucoup fait réagir. C'est vrai que ça m'a touché, son histoire, parce que je me suis retrouvé un peu en elle, parce que c'est une personne qui donne tout, en fait. Oui. Voilà. Et qui même si elle en prend une derrière la tête, elle va se relever, et elle recommencera à redonner tout, même à la troisième personne qui arrivera derrière. Enfin bref, je me suis retrouvé un peu en elle et c'est vrai que ça m'a touché parce que elle donne sa confiance, elle donne tout. Et elle aimait cet homme qui en fait était très jaloux et c'était Jacqueline qui nous en parlait aussi. Et en fait, elle avait découvert qu'il avait d'autres liaisons. Exactement. Voilà, et moi ça rejoignait un petit peu mon passé aussi par rapport à ça. On va dire il y a quelques années en arrière avec mon ex-femme qui était pareil, une femme assez possessive, on va dire. Et malgré tout, moi c'est vrai que j'étais absent toute la semaine. Je faisais la longue à l'époque. Oui. C'est quoi la longue? En national, je partais du lundi au vendredi. Ah oui, d'accord. Voire le samedi des fois. Oui. Et donc absent toute la semaine, dans mon camion toute la semaine, tranquille. Et elle de son côté. Il y avait déjà l'angoisse de savoir si j'allais rentrer parce que sur la route, on sait quand on part, on sait pas quand on revient, Donc ça, et puis la vie de couple est en suspens. C'est vrai, on se revoit que le week-end. Elle de son côté, elle était en formation aide-soignante, donc après elle avait un week-end sur 3 de dispo, donc c'était pas facile non plus, je le reconnais. Mais beaucoup de jalousie de sa part, très possessive, et à côté de ça, je me suis aperçu que c'était elle qui était très volage à côté, Donc, mais on est toujours le dernier au courant. Oui, dans ces cas-là, oui, vous avez raison. Voilà. Ouais. Et donc, quand je me suis aperçu, comme je suis quelqu'un de très calme, forcément, ça a déménagé grave. Mais c'est vrai que j'ai tout donné à cette personne. Je me suis investi à 100%. On va dire qu'à l'âge de 25 ans, j'étais et marié et propriétaire d'une maison que j'avais rénovée entièrement. Et voilà, tout ça, c'est parti en éclat en l'espace de quelques temps, Et voilà, donc, pas facile de se reconstruire après ça. Oui, je comprends, ouais. Mais j'ai l'impression que ça a cassé quelque chose en moi quand même parce que malgré que je sois quelqu'un de très sociable, très très cool, très tout ce qu'on veut, mais c'est pas facile de redonner sa confiance à quelqu'un. Et donc j'ai eu une petite période quand même où j'ai dit on va retrouver ses 20 ans un peu, on va s'amuser, on va en profiter. Mais passé cette période, je sentais qu'il manquait quelque chose. Moi, il me fallait une présence, il me fallait quelqu'un avec qui partager quelque chose. Et en plus, avec cette personne-là, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on avait essayé d'avoir un enfant, bien sûr, comme tout couple, on va dire, normal. Mais au bout d'un an, ça marchait toujours pas. Et comme madame était dans le médical, c'était clair et net, c'était moi qui étais stérile, c'était ma faute, c'était de mon côté que ça allait pas. Donc je suis parti avec ça sous le bras, on va dire. Donc forcément, ça faisait beaucoup de choses en même temps pour arriver à se reconstruire à l'âge de 30 ans. Oui, c'est difficile, surtout avec cette angoisse-là où on vous faisait douter de vous et forcément les raisons de la stérilité, c'était lié, ça ne pouvait être que de vous. C'était dur cette mise en accusation.
émotions. Ah ben ça c'est sûr. Puis bon, pour se relever de ça, quoi. Bon déjà, j'ai eu une petite période de dépression, légère quand même, mais bon. Oui, mais enfin ça vous faisait perdre confiance en vous. Ça fait beaucoup une accumulation là. Hein. L'alcool s'est greffé là-dessus. Et après, bon, heureusement il y a des amis proches qui ont été là pour me rattraper en temps et en heure. Et donc après, il a fallu se reconstruire après ça, quoi. Et donc ça n'a pas été évident de trouver une personne sur qui compter. Mais le problème, c'est que je voulais pas non plus de mon côté que la personne que j'allais rencontrer par la suite me serve à oublier la précédente. Et oui, je comprends. Suite, quoi. Oui. Voilà, donc j'ai eu quelques aventures par-ci par-là, avec des hauts et des bas, et en plus avec la période d'instance de divorce, c'était pas évident non plus. Et donc après, il y a 4 ans de ça, j'ai rencontré une personne qui, en plus par chance, est dans le même milieu que moi. Professionnelle. Elle fait la route aussi ? Non, en fait, elle est formatrice, elle. Elle est formatrice en permis poids lourd, super lourd et transport en commun. Donc, dans un monde d'hommes, comme on dit, il y a de plus en plus de femmes, heureusement. Oui. Et donc, en fait, j'ai rencontré cette personne sur un site internet que je ne citerai pas. Et donc, beaucoup de dialogue au départ pendant 15 jours. Et après, le jour de la rencontre et tout, bon, ça s'est super bien passé. On était d'accord sur pas mal de choses sur la conception du couple, on va dire. Donc, priorité au dialogue, à la complicité, le sexe aussi également très présent dans un couple, c'est important, parce que de son côté, elle avait vécu quelque chose aussi assez sympa pendant 8 ans. Donc, elle a eu du mal à s'en remettre aussi de son côté. Donc, on était vraiment partis sur la même base, tous les deux, on va dire, par rapport à ça. Et très vite, on s'est mis ensemble, on a commencé notre histoire et 4 mois après, j'ai tout quitté de là où j'étais, j'ai revendu ma maison et tout ça et j'ai habité avec elle, quoi. Oui. Donc ça a été assez rapide. J'ai dit, bon, j'ai 30 ans certes, mais bon, on va pas attendre. Oui, enfin, vous aviez envie de vous lancer, vous étiez très amoureux. Elle m'a donné des déclics pour vraiment me... Et vous aviez repris confiance en vous en ce moment-là. Un petit peu, ouais. Puis en plus, bon, elle a été là pour me soutenir au moment de mon divorce et tout. Ça a été la première à me dire, je suis avec toi et tout. Bon courage, je t'attends et tout. Bon, voilà, déjà ça aide, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que bon, au niveau du couple, il n'y avait rien à dire. On était très bien tous les deux, tout allait bien. Et puis, l'envie d'avoir un enfant, bon, s'est présentée. Oui. Donc là, on a fait un petit retour en arrière vite fait, quoi. Et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé avec mon ex-femme. Oui. Je lui ai présenté la chose, quoi. Et elle m'a dit, ouais, mais attends, ça c'est rien, c'est peut-être à cause d'elle, va-t'en voir. Il n'y a pas de souci, écoute, on peut essayer, on verra, quoi. Et en fait, elle m'a appris pour mes 30 ans, le jour de mon anniversaire, qu'elle était enceinte. Ah, c'est merveilleux. Voilà, donc là, ça a été vraiment le. Oui, et sans que vous fassiez appel à la PMA, enfin non, rien. Voilà, naturellement, comme ça. Elle m'a dit, j'arrête la pilule, voilà, je te le dis, on fait comme d'hab, et puis. De toute façon, ça montre, voilà, vous n'êtes pas pris la tête, puis de toute façon, parfois, avec une personne, ça ne marche pas, comme si on est, parce que les deux personnes ne sont pas compatibles, et puis, vous voyez, avec elle, ça s'est fait comme ça, sans aucun problème. En plus, bon, le truc, c'est que j'ai su plus tard, en fait, par le biais de mon ancienne, enfin, de mon ex-cousine par alliance, que justement, c'était mon ex-femme qui avait un problème de santé qu'elle m'avait caché. Elle avait un problème de, je sais plus, c'était au niveau cardiaque ou je sais pas quoi, enfin bref, elle avait un traitement à vie. Et en fait, c'est par le biais de ce traitement, justement, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en fait, elle m'a rejeté le tort sur moi. Et en plus, il n'y a pas de tort dans les faits, hein. C'est un vrai problème. C'est vraiment une épreuve d'être la stérilité. Mais c'était qu'à ce moment-là, elle vous en voulait et elle cherchait à vous atteindre, à vous faire mal. En vous disant ça. En plus, c'était une façon je pense, de se décharger de vous dévaloriser, de vous déprécier. Voilà, pour, elle voulait essayer de dire je l'ai trompé, je le quitte. Je lui dis ça en plus par derrière qu'il est stérile, comme ça au moins il part avec ça sous le coude. Voilà. Et moi je me décharge de mes responsabilités. Bon, en même temps, elle est partie avec un de mes meilleurs amis, donc forcément ça l'a pas fait. Mais bon, je veux dire, elle a rien gagné par rapport à ça, quoi. Mais bon. Et donc après, les choses suivent leur cours, quoi. Aujourd'hui, donc ça va beaucoup mieux là. Vous êtes en couple avec. Mais le bébé, j'ai pas compris. Il est né là ou? Ah oui, il a 3 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Il a 3 ans, donc là ça fait 4 ans que je suis avec elle, 4 ans et 3 ou 4 mois, donc non, tout allait bien jusqu'à là. Il y a 6 mois là que les choses commencent un peu à changer, mais bon, je sais pas si ça vient de moi. Mais en fait, bon, déjà ma compagne, elle est fille unique. Oui. Et donc c'est une personne qui est très carrée, très droite.
qui veut rien avoir à se reprocher, toujours marcher la tête droite devant tout le monde. Et puis bon, son métier aussi est pas facile. Elle est au milieu d'hommes en permanence. Il faut toujours qu'elle soit au-dessus du lot et toujours qu'elle prouve que ce qu'elle apprend aux autres, elle est là pour ça, quoi. Et donc des fois, elle aurait tendance un peu à être pareille à la maison, malgré que moi j'ai ma place et je le montre quand même, parce que bon, malgré mon métier qui est pas facile, comme j'expliquais à votre collègue, je fais en moyenne entre 10 et 12 heures de travail par jour, 500 km par jour. Oui, et en effet. malgré ça, je rentre à la maison, je m'occupe de mon fils, je fais quelques tâches par-ci par-là, chose normale que tous les couples normalement font. Oui, quoi. mais enfin vous participez donc, aussi, oui. Voilà, je participe à ma façon, même si c'est pas grand-chose des fois, mais bon, malgré tout, voilà, elle des fois elle travaille le samedi, moi je m'occupe de mon fils et de la maison, il n'y a pas de problème. Quoi. Et donc en fait, malgré cette forte personnalité qu'elle a et tout, bon, c'est une mère en or, quoi, ça il n'y a pas de souci, je vais jamais reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là, mais justement elle prend trop son rôle de mère à cœur. Même en me laissant ma place, il n'y a pas de souci, mais justement c'est son rôle de femme et sa vie de couple qu'elle laisse un peu en suspens, quoi, par rapport à ça, quoi. Depuis combien de temps vous ressentez ça? Là, je commence vraiment à le ressentir depuis 6 mois, quoi, on va dire. Oui. 6 mois, 8 mois, quoi. Il s'est passé quelque chose de particulier? Elle a plus de travail, plus de... Non. Fatiguée? Enfin, elle a un peu plus de responsabilité parce qu'elle est passée responsable du groupe lourd, quoi, là où elle travaille, donc forcément un peu plus de trucs. Mais bon, malgré tout, je sais qu'au niveau du dialogue et tout, ça n'a pas changé, donc... j'arrive à en discuter avec elle, on échange vachement parce que moi je suis sur la route et elle fait la formation, donc ça se complète. Donc je lui fais part de mon expérience de chauffeur et elle me fait part des dernières législations qui sont sorties et tout ça au niveau du transport. Donc c'est vrai que c'est un bon compromis. Oui, un bon partenariat aussi là. Exactement. Mais après c'est vrai que bon, il y a peut-être un peu la routine qui s'installe par-dessus. Voilà. Vous trouvez moins le temps de vous parler, finalement, de pas parler boulot, mais de parler d'autres choses, de vous retrouver un peu. Elle, ben voilà, la journée, c'est réglé comme du papier à musique. Telle heure, c'est le levage du gamin. Après, voilà, la nounou, le machin, le truc. Le soir, je rentre, je vais le récupérer. On prend son bain, machin. C'est tout réglé comme du papier à musique. Il n'y a pas 5 minutes qui débordent, quoi. Et donc, moi, j'essaye de... Oui, comme dans son travail, certainement. Voilà, elle est très organisée. Voilà. Donc, des fois, j'ai dit... ça manque de fantaisie. Voilà, t'es rentré à la maison, j'ai dit, le boulot, il est derrière. Maintenant, tu relâches, quoi. Oui. Et elle a du mal à lâcher prise. Oui. Et moi, j'essaye de la faire changer un peu par rapport à ça, ou d'essayer de relativiser les choses et de dire attends, c'est bon, même s'il va pas au lit à 8h pile, qu'il y va à 8h15, c'est pas grave. Et elle aime pas ça. Non, voilà. Il faut elle a besoin, ça l'angoisse, quoi. Elle a besoin de maîtriser les choses. Après, voilà, il y a ce côté-là. Et puis après, voilà, des fois, j'ai l'impression qu'elle se met la pression un peu toute seule de son côté. Certainement. Et donc, du coup, ça joue un peu peut-être sur sa fatigue aussi, parce que bon, je sais que... Et oui, parce que c'est 8 heures de sommeil, sinon ça va pas. Alors, si je lui demande un truc supplémentaire le soir, alors qu'elle a décidé d'aller au lit, voilà, ça rentre un petit peu en conflit. Et puis bon... je suis quelqu'un qui dialogue beaucoup, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Dès que je sens les choses arriver, j'en parle de suite avant que ça s'envenime. Mais là, ça fait quand même 2-3 fois que j'y écoute quand même, des fois dans la semaine, le soir, une fois que le gamin est au lit, j'aimerais bien qu'on pense un peu à nous, à notre vie de couple, et voilà, et puis le moindre petit câlin que je demande, un truc comme ça, parce que c'est normal, j'estime que à notre âge, si encore on peut profiter des bonnes choses de tout ça. Oui. Et c'est souvent un refus parce qu'elle est fatiguée, parce que la journée a été dure. Mais j'étais pas la seule. J'ai dit, moi quand même, avec le métier que je fais, c'est pareil. Le soir, moi c'est vrai, avec 5 heures de sommeil, j'en ai assez pour être... Mais parce que si vous voulez, là aussi, les hommes et les femmes sont faits différemment. Hein. On en parlait avec le docteur... non, mais on en parlait avec Sylvain Mimoun, là, dimanche, à l'émission consacrée à la sexualité. Souvent, les hommes font l'amour un peu pour déstresser après une journée, alors que les femmes ont besoin d'être déstressées pour faire l'amour, vous voyez. Donc c'est vrai que il faudrait avant recréer une intimité, un peu une complicité
profiter avant d'avoir votre petit câlin, comme vous dites. Oui, non, voyez, mais en plus, c'est-à-dire, je suis pas le. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. Macho, mais c'est pas, oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Différemment, quoi. Moi, non, mais c'est-à-dire qu'il faudrait que dans cet emploi du temps ultra minuté et qui la rassure et en même temps qui fait que on s'économise, parce que les habitudes, ça permet d'aller plus vite, on gagne on gagne du temps, c'est plus facile. Je la seconde du mieux que je peux. J'ai bien compris, mais il faudrait prévoir, parce que il faut pouvoir mettre un peu de la surprise, et peut-être ça serait mieux si vous pouviez de temps en temps faire garder le petit et qu'il y ait un peu une sortie, quelque chose un peu en dehors de la maison où qu'elle puisse décrocher. Parce que j'ai l'impression que quand elle est à la maison, elle décroche pas, quoi. Ah oui, non. Elle décroche pas parce qu'elle voit ce qu'il y a à faire, le travail de la maison, le petit, et que même quand il est couché, après ça va très vite, il se couche à 8h, mais elle a sa journée, le temps de ranger et tout. Bon, il lui faut ses 8 heures de sommeil parce que sinon elle est pas en forme. Bon, on n'est pas égaux devant le sommeil. Oui, tout à fait. Je la comprends parce que je suis une grosse dormeuse aussi, donc voilà. Non mais et donc, vous voyez, vous ménagez, et comme vous dites, c'est rien d'extraordinaire, mais vous avez raison. C'est pas qu'il y a un malaise dans votre couple et que ça va pas bien. C'est un peu de comme vous dites, d'habitude qui s'installe, mais vous avez raison d'y être attentif, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi un peu s'éloigner et puis se perdre un peu de vue. Par rapport à mon passé, justement, je me dis, est-ce que c'est pas la routine qui a bouffé mon ancien couple, quoi? Alors je crois, ça pas forcément, parce que vous voyez, après les infidélités et autres, c'est encore autre chose. C'est pas ça qui a fait que, mais bon. Après, oui, c'est vrai que vous mettez. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui viennent me voir pour avoir une épaule sur qui s'appuyer pour parler de leurs problèmes et tout ça. Donc j'entends beaucoup de choses autour de moi, et justement ça me sert, parce que je me dis telle personne a souffert de ça, j'ai pas envie de vivre la même chose que lui, et je me dis la routine ça bouffe, quoi. Donc j'ai pas envie d'y rentrer dedans, quoi. Oui, mais vous savez, en même temps, Frédéric, tout le monde a, c'est un peu inévitable à un moment. On a tous une certaine routine, ne serait-ce parce qu'on a des habitudes. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que on a tous des habitudes. Et d'ailleurs, dans un couple, on a des habitudes, y compris des habitudes amoureuses, des habitudes sexuelles. Et ça peut être une chose très agréable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie de changer, un peu d'innover, d'être un peu inventif. Et puis, en même temps, les habitudes que l'on a ensemble, c'est ce qui fait qu'on aime être ensemble et qu'on aime être avec cette personne-là. Mais c'est vrai que le peu que j'en ai discuté déjà 2 ou 3 fois avec elle, en lui donnant mon point de vue, en écoutant le sien, en essayant de comprendre. Et c'est vrai que des fois c'est souvent moi qui fais le premier pas, en essayant d'innover, justement, de changer un peu le train-train habituel, je veux dire, de notre relation. Mais vous pouvez lui en parler. Vous pouvez lui en parler, dire que. Et j'ai l'impression de parler à un mur, quoi. Mais vous pouvez lui dire que finalement vous êtes dans quelque chose qu'on vous en train de bien rôder, que évidemment tout est organisé, tout est planifié, et que malheureusement vous trouvez qu'il y a de moins en moins de temps pour vous, des petites échappées belles, des petites trouées comme ça, des bulles où vous puissiez vous retrouver. Voilà, au bout d'un moment, je veux dire, mais pour vous retrouver, qu'elle entende pas seulement pour faire des câlins, mais aussi pour vous parler, pour respirer, pour être ensemble, pour avoir du plaisir à être ensemble, pour avoir une complicité. Vous voyez, vous lui parlez de complicité, vous lui parlez de plaisir à être ensemble, qu'elle n'entende pas uniquement pour qu'on ait du sexe ensemble, quoi. Qu'elle comprenne que c'est vous aimeriez retrouver de la complicité, et ça veut dire s'aménager du temps ensemble. Alors cela dit, les vacances approchent. Ça va être un temps que vous allez pouvoir, vous allez avoir du temps ensemble, et ça peut être comme ça, dans ce temps partagé, ces moments comme ça de retrouvailles, de dire évidemment, ça peut pas être toute l'année comme les vacances, sinon ça serait trop beau. Mais ça peut être de dire j'aimerais bien que dans l'année aussi, on ne s'oublie pas, quoi, qu'on retombe pas dans un rythme effréné, et qu'on se prenne du temps, des moments de plaisir ensemble, quand elle sera plus détendue, justement. D'accord. Parce que là aussi, on arrive, c'est la fin de l'année, tout le monde est un petit peu fatigué. Ça joue aussi, je pense. Tout à fait. Vous voyez, elle-même, elle doit être fatiguée. Donc, vous partez quand, là ?
Là, en fait, cette année, on s'aménage des petits week-ends et tout ça, parce qu'on n'a pas trop les vacances en même temps. Voilà, c'est pas mal. Et donc, on va s'aménager des petits week-ends et tout, mais c'est déjà et de temps en temps, sans votre fils, c'est très bien, parce que vous allez pouvoir comme ça vous faire des petits week-ends, des petites échappées belles, et c'est très bien. Voilà, c'est une bonne chose. Ça va vous permettre de vous retrouver, de recréer de la complicité. Il faut qu'on se quitte, Frédéric, parce que je dois rendre l'antenne. Bonne route à vous. Et bonnes vacances, bon week-end alors. Oui, bonne continuation pour votre émission. Allez, merci Frédéric, au revoir. Au revoir.